Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison du JT&JT. Aujourd'hui, vous retrouverez un dossier sur l'eau ainsi que la chronique de Monsieur Newton. Mais tout d'abord, des nouvelles de la crise. Même en période de crise financière, les représentants du patronat mondial sont venus rappeler leur foi dans le capitalisme. Alors, Monsieur Newton, une réaction à ces images? Bien, j'ai les 5, malheureusement, dans le désordre. Vraiment? Revoyons les images. Même en période de crise financière, les représentants du patronat mondial sont venus rappeler leur foi dans le capitalisme. Ne désespérez pas, Monsieur Newton, vous aurez peut-être plus de chance la prochaine fois. À l'Assemblée nationale, les mines sont tristes. Est-ce vraiment la crise? Non, apparemment, c'est les moules qui n'étaient pas fraîches à midi. Oh. En ces temps de crise, l'actualité fait la part belle au discours socialiste. D'un certain point de vue, on pourrait dire qu'on a gagné la bataille idéologique quand même, franchement. Le problème pour le Parti socialiste, c'est de trouver une majorité forte et stable. Et deuxièmement, c'est de trouver une discipline. Et le problème qui s'est posé au Parti socialiste, ce n'est pas simplement un style, c'est le respect. Et si on n'est pas capable de se respecter nous-mêmes, on ne peut pas être crédible. Nous sommes donc en route vers une refondation complète du Parti socialiste? Oui, mais avec qui? Julien Drey ferait décidément un excellent porte-parole du gouvernement. La tâche historique du socialisme français, la nôtre, à l'aube du XXIe siècle, c'est non seulement de reconquérir le pouvoir, mais c'est de pouvoir inscrire notre action dans la durée. Vincent Payon serait incroyable pour haranguer les foules, tel un commissaire du peuple. Oui, mais qui? Qui pour diriger ce politburo? Le chef outrancier, le chef méprisant, y compris à l'égard de ses propres amis, c'est moi, j'en ai décidé, je l'ai décidé moi-même. Et je l'ai décidé il y a longtemps. Vous voulez un socialiste? Prenez l'original plutôt que la mauvaise copie. Le monde politique s'est ému suite à la Marseillaise sifflée lors du match amical France-Tunisie. On a entendu de ci de là énormément d'explications. Celle de Jean-Luc Mélenchon est particulièrement intéressante. S'ils pouvaient être un peu moins bêtes aussi, ça nous arrangerait, hein, les sportifs. Bon. Avec une réaction comme celle-là, nul doute que Jean-Luc Mélenchon s'est très bien placé pour être un futur ministre des Sports. Sans transition, Nicolas Sarkozy, le président de la République française, a fait, comme à son habitude, un discours qui a enflammé les foules. L'Europe unie, a fait plus que les États-Unis en montant engagé. Non, elle n'est pas bonne, on va refaire. L'Europe unie, a fait plus que les États-Unis en montant engagé. Enfin, nous allons revoir ensemble ces images qui ont choqué toute la France. En même temps, siffler un concert de l'âme, je vois pas bien ce qu'il y a de choquant. Hein. Sans transition, notre dossier. Pour ce nouveau dossier du JT&JT, nous nous sommes intéressés à l'eau. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre comment l'eau est distribuée dans nos foyers. En effet, ce ne sont pas seulement 3 shadocks qui pompent dans une nappe phréatique qui alimentent notre robinet. Ce sont surtout des entreprises et des collectivités locales qui assurent la distribution. Alors, monsieur Mkedi, bonjour. Bonjour. Quels sont les différents acteurs qui interviennent dans la distribution de l'eau? Vous l'avez très bien résumé. Les acteurs fonctionnent en général en duo. D'un côté, il y a une collectivité, une commune, une communauté de communes, un syndicat intercommunal, qui a financé l'installation des équipements, canalisation, réservoirs, pompes, et qui de fait en est propriétaire. De l'autre côté, il y a une entreprise qui assure l'exploitation du réseau, c'est-à-dire l'acheminement de l'eau et la maintenance de ces équipements. Chaque consommateur en connaît au moins un nom, c'est la Lyonnaise des Eaux, la SOR ou Veolia. Ce principe, l'affermage, est loin d'être le seul possible. Dans la régie directe, par exemple, c'est la collectivité qui assure elle-même l'exploitation du réseau. Dans la concession, à l'inverse, l'entreprise a financé tout ou partie des équipements. Donc cette eau est distribuée, mais j'imagine que les conséquences ne sont pas les mêmes, qu'il s'agisse de remplir ma chasse d'eau ou de refroidir un réacteur nucléaire. Vous exprimez ici ce que les distributeurs appellent les usages de l'eau, et qui regroupent en général en 4 grands postes de consommation, qui sont l'agriculture, l'industrie, l'énergie et l'eau domestique. Et comment l'eau se répartit-elle entre ces secteurs?
Ce n'est pas si simple. Quand on quantifie les consommations d'eau, on parle soit en termes de prélèvement, soit en termes de consommation. Le prélèvement, c'est l'eau qui est prélevée dans la nature. Ça représente environ en France 30 à 35 milliards de mètres cubes par an. Une partie de cette eau n'est pas rendue à la nature après usage. C'est la consommation, et ça représente environ 5 à 6 milliards de mètres cubes. Par exemple, le secteur énergétique représente à peu près 59% des prélèvements et seulement 3% des consommations. Donc on peut dire que le secteur de l'énergie est le bon élève de la consommation de l'eau. Mathématiquement, oui, il prélève environ 20 milliards de mètres cubes d'eau par an et on consomme 180 millions. Malheureusement, cette arithmétique ne prend pas en compte la qualité de l'eau. L'eau qui est rejetée par votre centrale nucléaire dans la rivière n'a pas les mêmes propriétés que celle qui a été captée, surtout si on pense à sa température. Pour en revenir à mon robinet, quand je paye ma facture d'eau, qu'est-ce que je paye? Si vous regardez bien votre facture, JT, et je vous conseille de le faire, vous verrez qu'aujourd'hui elle est très détaillée. Votre distributeur n'a certainement pas manqué il y a quelques années de vanter la transparence de sa facturation. Vous pouvez aujourd'hui, à loisir, observer quelle part de votre facture finance l'assainissement ou la lutte contre la pollution, ou encore quelle est la part représentée par les redevances et les taxes en direction des services publics. Toutefois, il reste une partie, une majeure partie de cette facture qui est constituée par l'abonnement. Cette somme, eh bien, elle est forfaitaire, elle n'est pas alignée sur votre consommation, elle est assez arbitraire, il faut bien le reconnaître, et surtout, elle est opaque. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous conseille la lecture du livre de Monsieur MKD, L'eau, ce que les distributeurs nous disent. Par ailleurs, vous pourrez retrouver un article de Monsieur MKD sur le blog très bientôt. Maintenant, nous allons retrouver la chronique de Monsieur Newton. Merci JT. Ma fille Élise, qui est loin d'être bête, puisqu'elle entame sa 2e année de biologie, m'entretenait récemment de tous les produits que l'on trouve actuellement dans le poisson. Naïf comme je peux l'être, j'ai toujours imaginé qu'un poisson, c'est de la chair, des arêtes, 2-3 écailles, quelques nageoires, une tête pour couronner le tout. Or, on sait, maintenant, que la chair de poisson se gorge de tous les éléments que l'on trouve dans le milieu naturel dans lequel vit l'animal. Ainsi, les océans du globe, non contents d'être composés d'une grande majorité d'eau, de quelques pourcents de sel, ainsi que d'urine et de caca de poisson, contiennent aussi pas mal d'hydrocarbures, des métaux lourds et autres joyeusetés du même acabit. J'ai donc décidé d'effectuer un test qui tente à prouver que la majorité des gens n'est pas au courant. Me rendant comme tous les jeudis chez mon poissonnier préféré, je lui ai demandé 250 grammes de mercure bien frais, sans gasoil, mais avec un peu de samplon 98 pour le goût, ainsi qu'une belle dorade au cadmium pour agrémenter l'éclairage de mon intérieur. Le bougre m'a regardé avec des yeux de merlan frit avant de me reconduire manu militari vers la sortie. Puis il s'en est retourné, bredouillé de vagues excuses à l'adresse des autres clients qui faisaient la queue, de poissons, oserais-je dire, devant son étal. Il va falloir que je pense à trouver un autre poissonnier d'ici à la semaine prochaine. Et puis en rentrant, j'ai pensé à tous ces parents qui forcent le petit dernier à ingurgiter du poisson tous les vendredis, tandis qu'ils se refusent obstinément à lui offrir la boîte du parfait petit chimiste. Élise, ma fille, je te fais là mon mea culpa officiel. Tu auras ta boîte de chimie pour la Noël, avec 15 ans de retard.